Bonjour Yves, bonjour Patrice, merci d'être avec nous ce matin. On est ravis avec Julien Lévy de vous poser des questions, d'autant plus que Michelin est une entreprise pour nous très intéressante. Vous êtes une entreprise qui a une tradition d'innovation, j'allais dire, historique. On parle beaucoup de Michelin à l'extérieur sur les innovations que vous avez développées en data. Je parle bien sûr de toutes ces innovations liées notamment à la maintenance prédictive. Je pense à ce que vous avez développé sur les flottes et bien évidemment aussi sur votre réseau de vente. On va en parler. Et en même temps, vous êtes très discret. Donc on est très content que vous soyez avec nous et que vous acceptiez d'ouvrir un peu les portes de Michelin. Et peut-être une première question, Yves, vous qui êtes aujourd'hui un leader du pneumatique, mais aussi des services de mobilité, en quoi la data est au cœur de la stratégie de Michelin aujourd'hui? Bonjour, d'abord merci de nous recevoir. Tout part de la raison d'être de Michelin, qui est de donner à chacun une meilleure façon d'avancer. Et qu'on doit prendre à la fois sur le thème de la mobilité, puisqu'on est convaincu que la mobilité est essentielle pour le progrès humain, pour le développement humain, mais également sur le plan du développement des personnes. Et à partir de là, nous avons un cœur de métier que nous continuerons de renforcer, qui est le pneumatique, mais nous avons choisi de nous développer stratégiquement sur des adjacences qui sont liées à nos savoir-faire, pour l'essentiel. Bon, il y en a une qui est assez connue, qui est tout ce qui touche aux expériences de mobilité et de gastronomie, autour du guide Michelin. Et puis, il y a tout ce qui touche à notre compréhension des usages de la mobilité, qui nous amenait effectivement à nous développer dans le domaine de la télématique. Puis, un dernier aspect qui est plus lié à nos technologies, à la maîtrise des matériaux. Dès le départ, dès que nous avons clarifié cette stratégie, on a décidé de se développer, d'acquérir des compétences, soit par des acquisitions, soit en les développant en interne, notamment autour de ces métiers qui je dirais, contiennent de la data par essence. La télématique en est un, mais également tout ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des expériences de mobilité, de gastronomie. Vous utilisez probablement le guide Michelin et vous allez de plus en plus l'utiliser de manière numérique et pas forcément avec le papier. Donc ça c'est le cœur. Et nous avons déployé une stratégie de transformation d'abord digitale autour de la création de ces compétences, soit par acquisition, soit par développement interne. Et puis également et je pense que les entreprises avant nous en ont beaucoup parlé, de use case, de développer des cas d'usage. Puis maintenant, on arrive dans une étape où on veut vraiment devenir ce qu'on appelle data-driven. Et ça repose sur nous sur quatre points. Premièrement, des fondations. Et je pense que tous nos prédécesseurs en ont parlé. Il y a la dimension technique, technologique, mais également la dimension qualité des données, référentiel, démocratisation des données. Et puis ensuite, 3 grands domaines d'application. Un qui est lié au client, c'est-à-dire comment améliorer l'expérience client, je dirais, dans toutes nos activités. Un qui est lié à ce qu'on appelle data-driven engineering, c'est-à-dire comment on développe nos produits, nos services en utilisant la donnée. Et puis le troisième qui est, je dirais, plus lié à l'efficacité opérationnelle, donc qui est l'excellence opérationnelle. Voilà. Alors, vous disiez on veut être data-driven. Quand on a fait nos entretiens, on a vu des entreprises pour lesquelles la data était plus un facilitateur pour la productivité, l'amélioration des services, et puis d'autres entreprises qui disaient non, on considère que la création de valeur va passer par le maniement et le traitement des données. Alors, Michelin, c'est une entreprise largement industrielle, encore aujourd'hui, et donc on se dit, votre sensibilité naturelle, c'est que la data, c'est un facilitateur, et vous ne pensez pas que vous êtes une data-driven compagnie. Je me trompe ? Alors, nous ne le sommes peut-être pas encore, mais nous souhaitons le devenir dans les années qui viennent. Et pourquoi ? Parce que, alors, au cœur de ça, il y a un vrai changement culturel à opérer. C'est de considérer que la donnée, ce n'est pas un coût, ce n'est pas quelque chose que vous manipulez par nécessité, mais ça a une vraie valeur. Une valeur soit économique, monétaire, mais parfois une valeur pour l'environnement, pour les personnes. Parce qu'on est attaché à avoir toujours cette philosophie autour des 3 P, donc People, Planet et Profit, et à voir la data aussi sur ces 3 dimensions-là. Maintenant,
Devenir data-driven, ça veut dire aussi, et je crois qu'une entreprise l'a cité avant nous, abattre les silos à l'intérieur de l'entreprise. Considérer que les données, ce sont les données de l'entreprise et pas de telle division ou de telle filiale. Faire travailler les équipes de manière transversale. Être capable également d'avoir d'un côté une organisation très optimisée où on va, et je pense que Patrice en parlera, maximiser l'utilisation de nos ressources, mais en même temps, une organisation qui tire par les besoins du business, par les besoins du client. Alors peut-être une question à Patrice. Il y a une particularité qui est intéressante chez Michelin, c'est que si vous voulez développer un service, un produit, une solution, il faut passer par une factory data. Passage obligé. Alors je me tourne vers Patrice parce que je sais que vous en dirigez une. La question c'est, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec l'esprit d'agilité qui anime toutes ces démarches? On a beaucoup parlé ce matin d'agilité, surtout dans des grandes entreprises. Est-ce que obligatoirement passer par ces factory data, ce n'est pas un peu contre-productif? Alors, je me souviens d'une discussion il y a quelques années ensemble où on avait évoqué la question du passage à l'échelle. Et on avait dit, finalement, c'était déjà l'époque d'époque précisément, et on avait du mal à passer à l'échelle. Et donc, c'est précisément pour accélérer et pour avoir une approche vraiment globale, transformatrice, qu'on a décidé, dès le début de la transformation digitale du groupe, d'identifier des domaines d'accélération prioritaires. Et pour ces domaines-là, de se doter d'équipes expertes qui allaient, non pas en centralisant, mais en globalisant l'approche, puisque ces équipes sont basées aux États-Unis, en Europe, principalement en France et en Inde, qui allaient nous aider à accélérer sur ces domaines. Et au cœur de ces domaines, et dans le domaine client, c'était principalement le CRM, le e-retail, le revamping de l'ensemble de nos sites Internet. Vraiment, la question, c'est une question qui a trait à la donnée. C'est comment on partage la donnée grâce à des plateformes qui sont unifiées au niveau mondial. Donc ça nous a précisément permis d'accélérer. Un exemple précis, dans le domaine de la relation client, on a choisi une plateforme qu'on a développée mondialement grâce justement à une de ces factories, et c'est en mettant les équipes autour de la donnée client en temps réel, quel que soit le terminal, et non seulement les équipes de Michelin, mais aussi en permettant à nos clients d'accéder à travers des portails personnalisés aux données qui les concernent, qu'on a fait gagner beaucoup de temps à nos équipes. On a calculé, c'est en gros 1 heure par jour pour nos équipes commerciales sur le terrain qui ont été gagnées grâce à un programme de transformation comme celui-là. On a aussi permis d'accélérer la résolution des réclamations de nos clients en divisant le temps de résolution par 3. Et ça, c'est une transformation grâce à la donnée, l'accès en temps réel à la donnée client. Alors, on va peut-être voir une vidéo intéressante d'un produit qui s'appelle Product Screen et qui permet d'être une solution qui va permettre aux commerciaux de pouvoir comparer les ventes de leurs revendeurs avec le marché. Je propose de diffuser cette petite vidéo de 3 minutes qui sera présentée par Vincent Belot, qui est le responsable de ce service. Je m'appelle Vincent Belot, je suis directeur du programme Engage et en charge de la CRM Factory au sein du groupe Michelin. Je vais vous parler aujourd'hui du projet Product Screen. Il y a 4 ans, le groupe Michelin a décidé de lancer un projet de transformation CRM dans le groupe qui touche toutes les régions et toutes les business units. Le but de ce projet était de mettre en place une plateforme transverse qui permettait de mieux servir nos clients et en facilitant le travail de nos équipes, en étant plus efficaces. Le programme apportait beaucoup de bénéfices, mais nous faisons face encore à un problème à résoudre auquel Product Screen a répondu. La question était comment aider plus encore nos account managers à développer nos ventes et donc à identifier des opportunités de vente supplémentaires. L'idée était de fournir un outil à nos équipes qui permettent de comparer les ventes faites avec un client avec les ventes faites avec des clients similaires dans la même région ou sur le même marché. La difficulté à laquelle nous avons fait face, c'est de pouvoir récupérer les données qui nous manquaient dans la plateforme, des données qui étaient gérées localement dans les pays, et de pouvoir les assimiler dans une solution, qu'elle soit complète et qu'elle soit de qualité, nous permettant de faire tourner ce moteur en termes de solutions. D'abord, sans attendre, nous avons lancé un travail dans les pays que nous visions en termes d'opportunités,
sur la qualité de données, la complétude des données, la qualité, sans attendre, parce qu'on sait que ça prend du temps. Et l'initiative avait été lancée avant l'initiative des Data Lake dans le groupe. La deuxième étape, ça a été de lancer des travaux de co-design avec nos opérationnels pour pouvoir être certain d'avoir une solution qui soit opérable, efficace et aisément adoptée, rapidement adoptée dans les régions. La troisième étape, c'était en termes de déploiement, de démarrer par un pilote et puis progressivement d'étendre le déploiement dans les autres pays du monde, de façon à apprendre progressivement et à apporter de la valeur très rapidement. Nous avons fait ça sous forme de MVP, donc une solution qui n'est pas la solution initiale dès le départ, une solution plus simple mais qui apporte de la valeur vite, que nous enrichissons progressivement. Je vous donne un exemple. Dans la première version qui est actuellement opérationnelle, les données que nous comparons vis-à-vis d'un client sont celles du marché des ventes Michelin. Et donc on compare nos ventes à celles qu'on fait avec ce client. Dans la version 2 sur laquelle nous travaillons actuellement, nous comparons les ventes de ce client avec les ventes sell-out du marché, donc les ventes de tous les clients de ce marché-là. Les résultats aujourd'hui, 800 utilisateurs, très satisfaits. Nous avons une très forte pression pour déployer la solution encore plus vite, encore plus loin, dans plus de pays. 800 utilisateurs, une contribution effective à l'accroissement des ventes dans les régions, donc vraiment un succès. Un succès vraiment porté dans l'ensemble des régions du monde. Ce qu'on tire comme enseignement de cette expérience, c'est que l'approche d'enrichissement progressif de la solution était clé. Le travail préalable sur les data est absolument essentiel pour garantir la réussite. Mais en fait, on apprend en découvrant les premiers résultats et on a beaucoup d'idées pour la suite. Ce projet n'est pas terminé. Nous allons l'enrichir avec des données de supply chain, nous allons l'enrichir avec des données de scoring qui vont aider nos account managers à développer encore plus les opportunités de vente. En début de matinée, on avait souligné que dans les sujets de data transformation, on voyait à quel point la data impliquait tous les secteurs d'activité de l'entreprise, tous les métiers, sans doute plus que la digital transformation. Donc ici, on a un beau cas de performance commerciale. Dans cette multitude de cas, c'est toujours passionnant de découvrir les cas des entreprises, quels sont les autres grands domaines d'application de la data chez Michelin ? Alors, c'est sûr que cette data transformation, celle qui nous occupe aujourd'hui, on l'a vu depuis le début de la matinée, elle touche toutes les strates de l'entreprise, tous les métiers. Donc, ce serait long de définir tous les cas d'usage possibles. Je vais peut-être me focaliser sur un domaine qui est important pour nous, un domaine de développement important pour nous, qui sont les services et les solutions connectées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Michelin, pour l'ensemble des services qu'il développe auprès notamment de ses clients B2B, développe des services qui sont à 90% connectés et tous ceux qu'on est en train de préparer aujourd'hui sont connectés. Alors de quoi parle-t-on pour être précis, pour donner quelques exemples? Yves citait tout à l'heure le fait que nous étions aujourd'hui un opérateur de télématique. On est aujourd'hui le 5e opérateur mondial de télématique après des acquisitions stratégiques qui ont été menées en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Et on va aider les flottes de poids lourds à mieux gérer l'ensemble de leurs opérations en partant bien sûr de l'analyse du poste pneumatique, mais ces pneus étant connectés, mais aussi en allant connecter les véhicules eux-mêmes, etc. On peut traquer les poids lourds, etc. Donc ça, c'est un cas d'usage, optimisation des opérations des flottes, mais on retrouve aussi d'autres cas d'usage. On va connecter, par exemple, les engins agricoles pour aider un agriculteur à assurer sa sécurité, quel que soit le sol, qu'il soit sur la route ou qu'il soit dans ses champs, mais quand il est dans ses champs, qu'il puisse éviter de compacter trop les sols pour protéger les cultures. Et ça, c'est la donnée qui est transférée du pneu au véhicule qui permet de réaliser cela. Et bien sûr, cette information est complètement en temps réel diffusée à l'agriculteur. On va aussi connecter des containers. On a une filiale qui connecte des containers pour que la supply chain intercontinentale soit optimisée, qu'on ait des informations en temps réel sur le transport des marchandises de nos clients. Voilà, donc j'aurai beaucoup d'exemples à vous donner sur ces différents sujets. Je crois que ce qui est important pour nous, on a parlé de la confiance aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a un cas d'usage comme celui-là, de la donnée transite de nos clients vers Michelin, et on pense que les grands groupes industriels ont une carte à jouer, ont un atout confiance dans le domaine de la donnée, et Michelin en particulier.
Alors Yves, on a vu ce matin que les entreprises ont des approches très différentes. Il y a certaines qui favorisent le foisonnement des projets, d'autres, comme on l'a vu avec Laurent Mignon et Yves Tirode de BCE, qui disent on se concentre sur quelques cas d'usage qu'on va essayer de faire monter à l'échelle de façon massive. Comment vous situez-vous, Michelin, dans ce débat-là? Alors, vous nous demandez en gros s'il faut mieux être top-down ou au contraire être très... Et où vous prenez la décision? Quand est-ce que vous donnez le go ou no-go par rapport au processus de décision? Alors, il faut être capable de faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut être capable, effectivement, sur des grands enjeux, d'avoir des approches où on prend la décision, par exemple la décision d'investir dans le e-retail en distribution pour mieux connaître nos clients. Ça, c'est une décision qui venait du top. Donc, c'est comme ça qu'on a acquis, par exemple, Black Circles, qui est le leader des ventes de pneus en ligne au Royaume-Uni. Mais en même temps, il faut être capable de laisser les entités expérimenter, tester, rentrer dans une culture de test et d'erreur, et de correction très rapide, très agile. Puis d'autre part, on a différents métiers. Patrice en a nommé quelques-uns. Le digital, par exemple, ou la data, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des informations, par exemple, dans le domaine du caoutchouc naturel, sur les planteurs qui nous vendent du caoutchouc naturel. En fait, nous, on achète du caoutchouc naturel à des entreprises environ 150 à 200 dans le monde, mais qui elles-mêmes font travailler 500 000 planteurs. Et on a développé une application qui s'appelle Rubberway, qui vise justement à mieux connaître ces planteurs, mieux connaître les usages, leur permettre de devenir plus durables dans la manière dont ils exercent leur métier. Donc, cette activité-là, elle est par nature extrêmement... il faut la décentraliser. Quand on a pris le sujet, par exemple, du digital manufacturing, il y a tout un diagnostic, un travail qui a été fait au niveau du groupe, mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on teste ce qu'on appelle des POC, enfin qui ont eu lieu dans une cinquantaine de POC qui ont été faits dans le groupe. En parallèle, en centrale, on a décidé de mettre en place des data lakes par site, donc de les doter de l'infrastructure. Certains sites n'avaient pas encore imaginé ce qu'ils allaient faire avec ce data lake. Et puis, les POC dont on a considéré qu'ils étaient arrivés à un niveau de maturité et de création de valeur suffisant, là, sont généralisés de manière systématique. Voilà. Donc, c'est un équilibre entre une volonté de la direction et, je dirais, une orientation stratégique. C'est une des grandes transformations du groupe. La data, je dirais que on n'a pas le choix aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, un dispositif dans lequel les entités business, les grandes fonctions du groupe vont tirer à partir de leurs besoins d'amélioration de leur performance. Alors, on parlait avec Patrice tout à l'heure sur le sujet de tous ces cas d'usage. Il y en a un qui nous a intéressés, parce que vous êtes un grand groupe industriel, une référence dans le domaine, c'est le cas de l'optimisation des données pour la supply chain. Je propose qu'on voit une petite vidéo de Gilles Collat-Desfrancs, qui dirige cette activité chez Michelin, et qui a expliqué ce qu'il a fait en matière de supply chain. Bonjour, je m'appelle Gilles Collat-Desfrancs, je suis en charge de l'AI Transformation Factory du groupe Michelin. Et je viens aujourd'hui vous parler du projet SAM, qui veut dire Service Alerting and Acting Machine, et qui a pour but de prévoir les ruptures d'approvisionnement de notre supply chain et de pouvoir agir pour les traiter. L'idée de SAM est intervenue il y a 2 ans, quand on s'est posé la question comment traiter ou comment utiliser l'IA pour traiter la complexité croissante de la supply chain de Michelin. La supply chain de Michelin, c'est l'art de pouvoir servir le client avec le bon produit, au bon endroit, au bon moment, avec le bon prix, tout en optimisant les coûts logistiques et les coûts de stock, bien sûr, en minimisant l'empreinte écologique. Et dans la complexité croissante de la supply chain, l'IA avait certainement une carte à jouer pour nous permettre de simplifier nos processus et d'améliorer le service qu'on pouvait offrir aux clients. Très vite, on s'est focalisé sur comment on pouvait utiliser l'IA pour optimiser les stocks et optimiser les ruptures d'approvisionnement
de nos stocks. Aujourd'hui, on gère 4000 produits dans 15 magasins différents en Europe chez Michelin. Et vous imaginez que ça fait 60 000 couples produits-magasins à suivre en termes de stock. Et l'IA, l'idée, c'était que l'IA pouvait nous permettre de mieux gérer ça. On a créé donc une équipe de data scientists et d'experts supply chain pour voir comment l'IA pouvait nous résoudre ce problème-là et mieux prévoir les ruptures d'approvisionnement pour les traiter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après quelques mois d'itération et de travail en profondeur sur la data, on est arrivé avec un algorithme qui prévoit 3 semaines à l'avance si on a un risque de rupture d'approvisionnement. Et 3 semaines, ça nous permet d'avoir le temps de réagir et d'éviter la rupture d'approvisionnement. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que cet algorithme, non seulement il nous permet de prévoir, mais il nous permet aussi d'expliquer les raisons pour lesquelles on peut avoir cette rupture d'approvisionnement. Est-ce que c'est un problème de fabrication? Est-ce que c'est un problème de mauvaise prévision de marché? Est-ce que c'est un problème tout simplement de logistique et de mauvaise gestion de la logistique? Donc non seulement on peut traiter le problème à court terme, mais on peut aussi traiter le problème à plus long terme dans les causes profondes de cette rupture pour éviter qu'elle n'arrive à l'avenir. Donc on a d'excellents résultats avec SAM, aujourd'hui déployé complètement en Europe. Ça nous a permis de gagner 8 points de service aux clients sur 10% des produits les plus difficiles à gérer dans notre supply chain. Et aujourd'hui, on déploie SAM à peu près partout dans le monde. Ce que SAM nous a appris aussi, c'est que la valeur de l'IA, elle est dans la rencontre entre le monde de la data science et le monde de l'expertise métier. Et cette valeur ne se crée que si on arrive à créer vraiment une équipe qui arrive à se comprendre mutuellement et à trouver où peut être la valeur de l'utilisation de l'IA dans le domaine métier considéré. Et ça nous a beaucoup servi par la suite pour pouvoir déployer l'IA plus massivement dans tous les autres domaines de l'entreprise, et ce qui est à l'origine de la création de l'AI Transformation Factory, qui est l'entité qui est là pour aider les différents métiers à créer les terrains de jeu pour trouver les bons use cases de l'IA, créer la valeur à travers l'IA et industrialiser les algorithmes pour pouvoir les déployer partout dans le monde. Solide, hein? Un très beau cas. C'est très intéressant quand on étudie les différentes entreprises qu'on voit que leur parcours de data transformation repose sur des cultures spécifiques. Et chez Michelin, vous avez une culture d'innovation qui est très forte. Et on a l'impression dans les cas d'usage que pour beaucoup, ces projets ont été boostés par cette culture d'innovation. Maintenant, Michelin a aussi une autre réputation, qui est celle de la confidentialité, voire le goût du secret. Et donc, il ne faut pas dire aux autres, on fait tout dans nos usines, dans nos bureaux, et on fait très attention que ça ne fuite pas. Et puis voilà que la data arrive, et on vous parle de mutualisation des données, on vous parle d'open data, on vous dit que les data, pour être agiles, doivent être sur le cloud, c'est-à-dire être externalisés vers des opérateurs extérieurs. Comment est-ce que vous gérez ce souci de confidentialité avec cette transformation de la data ? C'est un point très important, surtout que nous sommes dans notre cœur de métier, qui est quand même la maîtrise du caoutchouc, des composites flexibles et donc du pneu. Il y a toujours une grande composante de savoir-faire qui se transmettait de génération en génération au sein de l'entreprise. Il est évident que quand vous associez un expert qui a ce savoir-faire avec des experts de la data, vous pouvez, à travers l'IA, très facilement modéliser des choses qui se transmettaient avant d'humain à humain. Et vous avez à ce moment-là un risque de perte de ce savoir-faire, ou en tout cas que ce savoir-faire s'évapore ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis en place un processus qu'on appelle corps-non-corps, qui en fait vise à systématiquement passer au screen de tous les projets IA. Est-ce qu'on est sur des données ou des savoir-faire cœur de l'entreprise et qui nécessiteront par exemple que les données soient stockées sur un cloud privé et pas sur un cloud public, qu'on
Dans certains cas, on se fait accompagner de consultants d'entreprise qui ont de l'expertise. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait uniquement avec des ressources internes? Bon, typiquement, les sujets de supply chain, je pense qu'on n'est pas les seuls à rencontrer ce genre de challenge. Donc là, on n'est pas sur du cœur, même si les problématiques nous tiennent à cœur, mais on n'est pas sur du cœur au sens des savoir-faire. En revanche, si on est par exemple sur la simulation pour développer des produits pour les constructeurs automobiles, là, on va considérer que ce sont des savoir-faire cœur. Voilà. Donc ça, c'est une approche qu'on a déployée de manière systématique pour s'assurer qu'on bénéficierait de l'IRA, mais en même temps, on saurait protéger nos savoir-faire, notamment de la concurrence. Alors, on arrive au terme de notre échange. Il nous reste 3 minutes 30. Comment peut-on conclure, Yves, sur le sujet de Michelin et de la data transformation? Qu'est-ce que vous pourriez dire en synthèse et partager avec l'ensemble des acteurs qui suivent cette émission sur le net et les réseaux sociaux? Alors, la data transformation, pour nous, c'est une des 5-6 grandes transformations du groupe. Et on a vraiment l'intention de devenir data-driven dans les années à venir. On a toujours tendance à voir ces transformations uniquement à travers l'angle économique, qui est très important, soit en matière de croissance du savoir-faire, du chiffre d'affaires, croissance de notre marge ou amélioration de nos coûts. Mais il y a 2 autres dimensions à laquelle on est très attaché parce que, je dirais, au cœur de notre modèle d'affaires, il y a la notion de tout durable, il y a la notion de personne, parce que tout se fera, et notamment l'IA, ne se fera qu'au service de l'humain. Et puis, l'aspect planète, l'aspect environnemental. Ça nous amène à nous développer dans des métiers, je pense par exemple l'impression additive, donc l'impression 3D ou la production additive, la fabrication additive, c'est aussi un moyen d'économiser de la matière, de n'utiliser que la matière juste nécessaire pour fabriquer un produit. Et là, on a une filiale qui s'appelle Adop, qui est une co-entreprise avec le groupe FIV, qui se développe dans ce domaine. Donc, l'IA, pour nous, doit être vue, enfin, la data doit être vue dans ces 3 dimensions, à la fois comme un facteur d'amélioration de la performance de l'entreprise, mais également un facteur d'amélioration, je dirais, du bien-être de nos équipiers, mais également de l'expérience de nos clients. Donc, cette dimension people très forte. Et puis, la dimension planète que j'évoquais à l'instant, ou que j'évoquais dans l'exemple sur le caoutchouc naturel, qui nous est également très cher. Donc, c'est aussi l'IA, enfin, et la data va irriguer toute l'entreprise. Et je dirais qu'il n'y a probablement pas un domaine ou une fonction d'entreprise qui ne sera pas touché par la data transformation dans les années qui viennent. Le tout, c'est de le faire en ayant toujours ce souci de l'équilibre entre la performance de l'entreprise, les personnes, que ce soit nos clients ou nos employés, et puis bien sûr l'impact que nous avons sur l'environnement. Yves Chapot, Patrice Cochin, merci d'avoir partagé votre vision et l'expérience de la data transformation chez Michelin. Merci. Merci beaucoup.